Bonjour à tous, c'est Matt, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un certain temps que je n'avais pas fait de vidéo. Et c'est normal, c'est parce que je n'avais plus de micro pour faire mes enregistrements. J'avais un micro de podcast, d'enregistrement, un micro de qualité. Et il est devenu défectueux récemment, donc j'ai dû trouver des solutions. Et ça a pris un certain temps. Et donc voilà, j'ai un micro temporaire qu'on m'a prêté. Une de mes amies m'a prêté un micro qui est quand même de qualité, qui va me permettre de faire certains enregistrements en attendant que je récupère un nouveau micro. J'ai déjà commandé mon micro, donc c'est une question de temps avant que je le récupère. Mais pour l'instant, je crois que ça va faire le travail, donc à vous de juger. Donc aujourd'hui, je vous reviens avec une chronique BD. Ça faisait un certain temps que j'en avais pas fait une, et il devrait y en avoir plusieurs back-à-back qui s'en viennent. Car même si je n'ai pas fait de vidéo, j'ai continué à lire des BD, j'en lis régulièrement, à chaque semaine. Donc j'ai beaucoup de lectures de terminer. Que je vais vous parler. Ici, j'en ai sélectionné 4 que j'ai lus très récemment, qui m'ont beaucoup plu et que je vais en faire part en quelques instants. Donc voilà. Et donc il y a une BD Marvel, une BD DC et deux BD indépendantes. Donc on va commencer sans plus attendre avec la BD Marvel. C'est euh, Spider-Man Venom, Venom Inc., qui est dans l'histoire récente de Spider-Man. Il n'y a pas de numéro, donc c'est juste une histoire qui commence et termine dans le même tome, qui est dans le Marvel Legacy, c'est ça que je cherchais, qui est dans le fond l'histoire récente en français, évidemment, de Spider-Man. Et donc c'est chez Panini Comics, ceux qui traduisent les comics de Marvel en français. Et donc c'est une histoire, comme le nom l'indique, qui met en vedette Spider-Man et Venom par rapport aux événements récents, même si on n'est pas obligé d'avoir lu les comics récents de Spider-Man et Venom pour bien comprendre l'histoire. C'est sûr, c'est un ajout intéressant. En termes de Venom, je suis pas très à jour, mais Spider-Man, je suis très à jour, donc ça m'a quand même aidé pour certains points. Mais dans l'ensemble, c'est une histoire qui relie les deux et qui va revoir le fond, l'origine, si on peut dire, du conflit Spider-Man-Venom, de l'impact de Venom dans le monde de Spider-Man ou dans le monde simplement de Marvel, et à quel point il a façonné sa place depuis le temps et qu'il a évolué et qui peut être autant dangereux que bénéfique. Donc c'est une très bonne histoire qui m'en vedette plusieurs, en fait tous les plus grands porteurs du Venom. On a évidemment Eddie Brock, qui est le Venom le plus connu, qui était un rival de Peter Parker qui est devenu Venom. On a aussi Flash Thompson, qui est le Venom le plus récent, qui était l'ancien, la grosse brute de l'école de Peter Parker, qui est devenu un militaire et suite à la perte de ses jambes, il est revenu au pays et il a cherché un billet de sa vie. Il a offert la possibilité de devenir l'agent Venom, qui est vraiment intéressant comme histoire. Ça renouvelle bien l'univers de Venom. Et donc, et on a aussi Garkan, j'ai oublié son prénom, le Scorpion dans le fond, qui est dans le fond un méchant de Spider-Man, qui est quand même assez connu, qui avait été utilisé entre autres dans les récents films de Spider-Man, qui avait été Mark Cargan, voilà, c'est ça que je cherchais, et qui a été pendant un certain moment Venom, un des Venom quand même les plus emblématiques, qui était à une période très sombre des comics, entre autres, c'était lui qui était là pendant les Dark Avengers, pour ceux que ça rappelait les souvenirs. Donc bref, on joue ces personnages-là, et il y a un nouveau méchant qui pointe son bout du nez et qui est obsédé par les symbiotes et particulièrement par Venom, et il va tout faire pour prendre le contrôle de Venom et s'en servir pour dominer le monde, principalement à New York, et de ramasser tous ceux qui vont être dans son chemin, particulièrement Spider-Man et plusieurs personnes qui ont un lien plus ou moins loin avec Venom. Donc c'est une histoire très intéressante qui, comme je dis, explore vraiment l'univers de Spider-Man. On revisite beaucoup de choses. C'est très actuel, donc il y a des personnages qui, si on n'est pas à jour, on peut être un peu perdu. Entre autres, dès la première page, moi je connaissais ce personnage-là qui s'appelle Mania. J'en dirai pas plus pour vous laisser découvrir l'univers de Venom, mais c'est vraiment intéressant. Et on voit aussi quelques autres méchants ou personnages emblématiques de Spider-Man dans l'histoire qui vont tourner autour, entre autres Black Cat, qui est un peu la Catwoman de Spider-Man, qui vont avoir un impact dans cette histoire-là. Et on va avoir des belles scènes d'action, des retournements de situation, des doubles pages comme ça, il y en a plusieurs. C'est très beau à voir. On voit bien comme je disais, le symbiote. Il t'a montré une espèce de glu liquide qui est très horrifique, qui fait peur dès qu'on le voit. Et vraiment, moi j'aime beaucoup l'apparence et les designs de Venom. Je trouve que ça fait vraiment contraste par rapport à Spider-Man qui est plus simple, plus
coloré, si je peux dire d'un, parce qu'il est rouge, mais plus humanoïde, parce que Venom va avoir des tendances d'être moins humanoïde, il va être plus extrapolé, une grosse tête, une grosse langue, une mâchoire énorme, un corps vraiment trop musclé, au niveau quasiment de Hulk. Donc c'est comme montré comme si c'est un monstre, et je trouve ça ce côté-là intéressant. L'histoire en soi est vraiment bien. L'avantage de cette histoire-là, c'est qu'on peut commencer à finir dans ce tome-là. On n'a pas besoin de suivre le reste. Donc si on cherche une bonne histoire de Spider-Man, aller comme ça entre deux lectures ou tout simplement pour découvrir un peu plus l'univers de Spider-Man, c'est une bonne lecture. Et aussi, pour ce qui est de l'univers Venom, moi je l'avais pris parce que j'aime beaucoup Venom et j'ai pas beaucoup de BD Venom à l'heure actuelle. Et donc quand je l'ai vu sortir, j'ai pris l'occasion pour la prendre. Et je regrette vraiment pas. C'est vraiment une bonne lecture qui vaut amplement le détour et qui met quelques bases intéressantes pour la suite de l'univers de Venom. À la fin, une conclusion assez bien qui montre que Venom est toujours en train d'évoluer et qui va toujours, il va encore apporter d'autres éléments importants à l'histoire de Spider-Man et aussi de Marvel, parce que maintenant Venom a ses propres aventures, il a ses propres comics, ce qui est pas, c'est pas le cas de beaucoup de méchants, si je peux dire. Et donc il y a vraiment son monde à lui. Donc vraiment ça vaut le détour, ça me donne le goût d'en lire encore plus de Venom, mais aussi de lire du Venom de Eddie Brock entre autres, parce que les Venom que j'ai lu récemment c'était Agent Venom, donc de Flash Thompson, que j'ai beaucoup apprécié. Mais j'aimerais ça relire du classique Venom avec Eddie Brock qui décapite le monde, qui est violent. J'aimerais ça en lire, donc voilà, une bonne lecture de Marvel à lire, je vous le recommande. On va du côté d'ici. Avec le dernier tome en date en français de Batman dans le Rebirth, c'est Batman tome 9, l'aile meurtrière, oh, il y a une petite graphine dessus, j'attendais beaucoup, parce que Batman est en ma série fort, tout ce qui est Batman, moi j'adore ça. Et vraiment l'intrigue actuelle des derniers tomes, j'avais hâte de tout de suite lire le prochain pour en comprendre plus. Et celui-ci, je suis vraiment pas déçu, même s'il laisse beaucoup de mystère et une twist finale qui est frustrante dans la mesure qu'on veut tout de suite savoir ce qui va se passer, mais qui annonce quelque chose d'assez original pour la suite. Ici, on le voit sur la page couverture, le méchant central va être le pingouin, Oswald Cobblepot, un des plus grands méchants emblématiques de Batman, qui a été mis un peu de côté dans les tomes récents de Rebirth. Ici, il est remis du premier plan, même si c'est pas le plus marquant, si je peux dire, dans l'histoire, il reste qu'il y a un bon impact. Et on développe un peu plus sa psychologie au pingouin, car c'est un méchant tout en nuances, si je peux dire, parce qu'à certains égards, c'est un peu l'opposé de Batman en termes de psychologie, mais je veux dire, il y a une base commune, mais ils ont vraiment été dans deux directions opposées. Reste que c'est une bonne histoire, Batman toujours au top, mais dans cette BD-là, c'est une BD quand même très psychologique. Batman va se sentir attaqué de toutes parts, il y a un ennemi qui tente de l'abattre. Et ça va le troubler énormément, il va commencer à se remettre en doute. On sait aussi encore un peu l'impact de son mariage dans les précédents tomes. Il y a toujours un côté très agressif qui est présent, qui a de la misère à contrôler. On voit beaucoup de méchants emblématiques de Batman quand même, ben, quelques-uns, dont certains qui sont, comment je faisais ça, des espèces de gags, si je peux dire. Et entre autres, celui-là ici, c'est le Condiment Man, parce qu'il se bat avec du ketchup, de la moutarde, des trucs comme ça. C'est vraiment un méchant de seconde zone. Eh bien, on le voit pendant une petite scène ici. Je trouve ça assez rigolo. Les dessins sont toujours très beaux. On montre aussi des univers que je connaissais pas, des ennemis que je connaissais pas vraiment. Je sais pas si c'est des ennemis à la base de Batman, mais entre autres dans cette double couverture-là, on peut voir des espèces de momies. Puis il y a comme un leader des momies que je connaissais pas. J'ai trouvé ça intriguant et vraiment intéressant. L'univers de Batman, ça faisait une variété de voir d'autres choses que des criminels. Ou des docteurs, si je peux dire, parce qu'il y a beaucoup de docteurs qui deviennent méchants dans Gotham, qui s'attaquent à des banques, des trucs comme ça. Et ici, c'est des espèces de momies possédées que Batman affronte. Je trouve ça intéressant comme concept. Le graphique, comme je dis, est très beau. C'est toujours très sombre, très même si c'est sombre, il y a un jeu de couleurs vraiment intéressant qui met de l'avant je sais comment le monde est gris et cynique, mais en même temps, il y a de l'espoir. J'ai vraiment aimé ce design-là. Je montre une derrière page, mais je vous en mettrai d'autres en description. Voilà. Mais il y a quelques petites choses qui m'ont choqué de cette BD-là. Entre autres sur le personnage pas de Batman, de Jim Gordon, voilà, qui est le commissionnaire de police et qui est comme un des amis de Batman et les deux s'entraident pour faire la justice.
Vers la fin de la BD, il y a une situation qui arrive entre les deux et ça remet à jour dans le fond, leur relation et ça va dans une direction qui m'a assez choqué. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que j'aime pas trop la tournure que ça a pris, même si c'est bon de temps en temps de renouveler. Des fois, il y a des choses que c'est dur de bouger tellement qu'on aime comment c'est fait. Même chose aussi pour Alfred. Il y a une petite tournure vers la fin de l'histoire qui est vraiment intéressante, que je suis curieux de voir ce que ça va donner par la suite. Et la twist finale qui, ma foi, me vraiment surpris, je ne m'attendais pas à ça, qui m'a, à un certain point, jeté à terre. Je suis vraiment curieux de voir ce qui va arriver dans le prochain tome, que je crois qu'il est le dernier de cette saga-là, qui est quand même, je pense, le seul là, qui s'est rendu à 10. Parce qu'il me semble que Superman, il vient de repartir les tomes, donc Batman, c'est celui qui est le plus long, je dirais. Mais il faut dire qu'il y a du contenu, c'est Batman, c'est un des plus emblématiques. Reste que c'est un bon tome. Beaucoup moins porté sur, je dirais, les affrontements ou les enquêtes, mais plus sur le côté psychologique. Ça reste une bonne lecture, ça reste du Batman, c'est toujours vraiment bon à lire. Et on sent encore une fois, comme je dis, l'impact du mariage de Batman. Je crois que ça va encore durer un certain temps. C'est fois qu'il n'y a pas un événement, même si je comprends que c'est le mariage, peut influencer autant d'histoires comme ça. Mais j'aime ça, ça varie les histoires de Batman, parce que Batman, à certains égards, peut être répétitif dans ses histoires, mais ils réussissent, particulièrement dans le Rebirth, à retravailler l'univers de Batman, à offrir quelque chose de nouveau, et j'apprécie ça énormément. Donc c'est une bonne lecture, je vous le recommande chaudement, le 9e tome, L'aile meurtrière. Évidemment, c'est une continuité, donc il faut lire les autres tomes. Même s'il n'y a pas tant de, à part le mariage, il n'y a pas tant d'autres informations des autres tomes qui est mis ici. Reste que c'est une excellente lecture, je vous le recommande chaudement. On va du côté indépendant, et j'ai deux BD du même univers à vous parler. C'est l'univers de Black Hammer. C'est les deux derniers tomes de Black Hammer qui sont sortis en version originale. Black Hammer Street of Spiral, il n'y a pas de numéro, c'est un entre-deux, car il y a 3 tomes de sortie à l'actuelle, 3 volumes si vous préférez, sortie à l'actuelle de Black Hammer, et le 4e n'est pas encore sorti dans ce format-là. Et donc, en attendant, ça c'est un rassemblement de petites histoires d'univers de Black Hammer et un glossaire en plein milieu de la BD, un glossaire de tous les personnages de l'univers de Black Hammer, car depuis quelques années, c'est devenu un univers très riche, et donc il y a beaucoup de personnages, et c'est vraiment c'est un peu dur de se retrouver. Donc l'auteur a pris le temps de nous détailler un peu plus son univers, j'ai trouvé ça vraiment bien. C'est une bonne petite lecture, même si j'aurais espéré voir la suite, j'ai quand même été satisfait. Il y a quand même des bonnes petites histoires. L'histoire principale au début qui dure le 3/4 de la BD, c'est une histoire qui relie tous les personnages de Black Hammer entre eux, l'équipe de Black Hammer, donc les 5 héros principaux, les 6 héros principaux je veux dire, ils vont être reliés par une histoire commune et qui va les mener, qui va être narratée par Captain Weird entre autres, qui est un des principaux de l'équipe, qui va découvrir un lien entre toute l'équipe, qui est vraiment une bonne histoire. Puis ils vont avoir toujours le style graphique très rétro aussi que j'apprécie bien. Jeff Lemay, qui est le créateur de Black Hammer, a vraiment un style assez particulier, mais qui est tellement bon. On a aussi droit à une histoire un peu plus sur les origines, entre autres, il travaille un peu les origines de chacun, mais le personnage de Captain Weird est quand même celui qui est le plus travaillé dans cette BD-là. Ce qui est quand même apprécié parce que c'est un des plus bizarres des personnages. Et j'apprécie un peu plus son travail et le côté temporalité, le voyage dans le temps, les dimensions, tout ça. C'est très mindfuck dans cette BD-là. C'est Jeff Lemay qui essaie de nous fucker le cerveau. Je vous laisserai découvrir un peu plus. On a aussi une autre histoire que, à la base, je voyais pas tant l'intérêt, mais finalement, j'ai quand même aimé ça, ça m'a venu me chercher des émotions. Il y a un méchant secondaire de l'univers de Black Hammer qui est inspiré de Cthulhu, qui est un démon avec des tentacules et tout ça. Et dans le fond, il y a un méchant de Black Hammer qui est un homme qui a été possédé par Cthulhu. Donc, il est humanoïde, mais il a une tête de Cthulhu. Et il y a une femme dans cet univers-là. Et dans le fond, il y a une fille, sa fille a hérité de ses pouvoirs. Donc, sa fille est une fille Cthulhu. Vous pouvez voir sur l'image. Et donc, il avait fait un comic sur elle, et je voyais pas l'intérêt à la base. Mais finalement, en lisant la BD, j'ai bien apprécié. C'est une bonne petite histoire, sans prise de tête, si je peux dire, qui travaille beaucoup de thématiques sur la famille, l'amour, le bien-être, la solitude, tout ça. C'est vraiment une bonne histoire que j'ai beaucoup appréciée, qui est bien ficelée, bien travaillée, avec une belle fin, si je peux dire, à l'histoire. Ça permet de, comme, on a souvent des grosses histoires. Black Hammer, c'est quand même assez gros comme histoire. Donc, de temps en temps, d'avoir des histoires plus simples, plus courtes, plus légères, ça fait du bien pour respirer. C'est le cas ici.
même si c'est des bons enjeux à travers l'histoire, c'est une lecture que j'ai bien appréciée. Et on peut voir ici le grand Cthulhu, il faut dire Jeff Lemay, même s'il est assez original dans ses histoires, ça inspire beaucoup d'œuvres autour de lui. Et Cthulhu est quand même quelque chose d'assez connu. Donc voilà. Et comme je dis, il y a un glossaire, je vais quand même montrer quelques pages du glossaire. On a entre autres la timeline de Black Hammer, qui est intéressant pour ceux qui ne sont pas assez familiers avec l'univers, qui ne veulent pas se perdre. On a ici la timeline actuelle de Black Hammer, qui est, je trouve, une bonne idée, parce qu'il commence à avoir beaucoup de spin-off et de tomes. Et on a un glossaire qui est présenté comme ça, comme une encyclopédie de Marvel ou DC, si vous en avez déjà feuilleté, mais j'en ai déjà feuilleté plusieurs. Donc on a une image du personnage, le nom, la biographie simplifiée et après son histoire et ses pouvoirs, tout ça. Et sa première apparition entre autres. Et c'est vraiment bien si on a Abraham Slam, qui est le leader de l'équipe de Black Hammer. Et on a Antigod, qui est le grand méchant de l'univers de Black Hammer. Donc c'est vraiment cool. J'aime beaucoup, on peut apprécier le graphique des personnages. Et le résumé est bien fait, même si on a lu tous les comics actuels, on connaît quand même l'histoire, il y a quand même des détails à ajouter ou des informations assez intéressantes où on fait ah c'est vrai il avait dit ça, j'avais oublié. Donc j'ai vraiment apprécié, puis des détails comme mettons Abraham Slam mesure 6 pieds 2, il pèse 240 livres, ça peut pas être banal, mais ça permet de se faire une meilleure idée du personnage, de son apparence. Euh, donc voilà. Et il y a pas mal de pages, je pense qu'il y a une vingtaine de pages comme ça qu'on peut voir tous les personnages et même des personnages qui le spin-off était sorti à peu près en même temps, ou même des lieux, comme on a la cabane de l'horreur qui appartient à Madame Dragonfire, ou entre autres Colonel Will que je parlais ici. Mais ce qui est pertinent, c'est le fait qu'il n'y a pas juste des personnages, il y a des lieux, des objets aussi qui sont mentionnés en glossaire. Je trouve ça bien pour vraiment, ça permet de mieux comprendre l'univers de Black Hammer. J'ai vraiment apprécié ça. Et je pensais pas trouver autre chose que le glossaire à la fin. Mais non, le glossaire il est pas à la fin complètement. On a le droit à la toute fin. Je vous montre un extrait. J'y arrive dans quelques secondes. Oui, voilà. À une dernière histoire qui met de l'avant le personnage de Madame Dragonfly, donc ici. Et elle a la particularité, je l'ai peut-être déjà mentionné à mes autres chroniques de Black Hammer, quand elle est tout seule, elle brise le quatrième mur à certains moments, ce qui peut être très déroutant qu'on n'est pas habitué à ce concept-là. Et ici, elle fait dans l'histoire, elle nous parle à nous, elle nous explique un peu à quoi on va s'attendre, qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir de Black Hammer, entre autres. Et l'histoire est vraiment bonne et très courte, mais met en place plusieurs intrigues de Black Hammer. Il laisse sur quelques révélations sur la suite de ce que va donner l'univers de Black Hammer. Et sur entre autres le spin-off que je vais parler par la suite, qui est vraiment très intéressant. C'est vraiment intéressant. J'aime beaucoup ce personnage-là, qui était mis quand même assez en retrait dans les autres BD. Ici, il n'est pas qu'il est plus travaillé, mais on peut suivre un peu plus son univers, comprendre un peu plus comment elle fonctionne. C'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de références méta, entre autres, qui parlent de comics dans les comics. Je trouve ça toujours drôle quand ils font ce genre de références-là. Mais bref, c'est une bonne sélection en attendant la suite des aventures de Black Hammer, que j'ai vraiment hâte, parce que là, ça fait plusieurs spin-offs que je lis. Et j'ai hâte de voir ce qui arrive avec ces personnages-là. Donc, l'équipe qui dit Captain Weird, le Martien, Gondolgate, Abraham Slam, Madame Dragonfly et Black Hammer. Donc, pour ceux qui aiment Black Hammer, c'est un incontournable quand même. Surtout pour le glossaire, c'est vraiment un ajout très intéressant à l'univers de Black Hammer. Donc voilà. Et il m'en reste une dernière, qui, comme j'ai mentionné, c'est un spin-off d'univers de Black Hammer. C'est Black Hammer 45. C'est une histoire qui se déroule durant la Deuxième Guerre mondiale dans l'univers de Black Hammer. Car l'univers de Black Hammer est quand même réaliste sur certains points. Il retrace quand même l'histoire qu'on connaît, sauf qu'il y a des super-héros qui ont existé et qui existent toujours dans cet univers-là et qui ont redéfini le présent de l'univers de l'histoire actuelle. Et donc celui-ci, c'est sur la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est pas en tant que tel sur des super-héros, ce qu'on aurait pu s'y attendre du l'univers de Black Hammer. Mais non, ici, Jeff Lemay, encore une fois, nous surprend avec une histoire, ma foi, assez intéressante sur la Deuxième Guerre mondiale, sur une équipe ici, qu'on les voit les quatre. C'est 4 pilotes ou 4 soldats si préférés des Alliés. Donc, je pense que c'est un Français, un Mexicain, un Noir, puis un Chinois, je crois, ou un Japonais, un truc comme ça.
c'est 4, je peux dire, ethnicités différentes qui sont ensemble dans une escouade. Parce que dans le fond, l'armée, à cette époque-là, n'accueillait pas vraiment les autres ethnicités où ils étaient mis très de côté. Donc, eux, ils ont créé leur propre escouade, l'escouade Black Hammer, qui fait référence à l'univers de Black Hammer, mais aussi au personnage de Black Hammer. Et donc, c'est une escouade qui est reconnue pour être une des plus efficaces de toute l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et qui a une histoire assez tragique sur certains points. Et vraiment, c'est une bonne histoire et qui va retravailler un peu va nous remonter un peu plus comment je dis ça, les aspects de la Deuxième Guerre mondiale. Les dessins sont quand même assez différents. Ben, c'est quand même différent de ce que j'étais habitué, ce qu'on est habitué en fait de Black Hammer. Ici, c'est un peu plus simple, c'est dans la simplicité, un peu brouillon par moment. Il y a du détail, mais en même temps, on sent que c'est comme du calque, si je peux dire. C'est comme, on voit qu'il aurait pu être un peu plus travaillé, mais ça reste vraiment bien. L'histoire alterne entre le présent et le passé, donc on suit les membres du Black Hammer dans le présent qui se promènent en auto, qui vont chercher un ami et qui se remémorent des souvenirs de l'époque de la Deuxième Guerre mondiale et qui vont se remémorer ce qui est arrivé, ce qu'on a vécu, ce qui les a marqués, donc que beaucoup de gens ne parlent plus d'eux, mais qui ont eu un impact important dans l'histoire. Et ils ont battu des grands nazis, dont le plus grand pilote nazi, je sais plus quoi son nom exactement, mais il y a un méchant de l'histoire, c'est un pilote nazi qui a fait comme des milliers de morts et qui était considéré comme imbattable. Et ça va être l'ennemi principal de cet escadron-là, et qui en a des combats assez particuliers. L'action est, moi je dirais ça, est montrée comme d'une façon un peu floue, comme que ce soit pour pas qu'on réalise qu'on est comme en pleine guerre. Je sais pas si c'est voulu, mais en tout cas, comme je dis, les dessins sont pas si tant détaillés que ça, mais ça fait une impression aussi d'accélérer. C'est comme s'il faut toujours avancer dans l'histoire pour comme voir l'image en mouvement, si je peux dire, mais ça reste que c'est agréable à lire, là. C'est pas désagréable, c'est vraiment différent du style graphique comme j'ai montré précédemment, que Jeff Lemire nous avait habitué. Sûrement qu'il a demandé de l'aide pour ça, parce que son univers est de plus en plus grand, donc c'est pas évident de travailler sur autant d'œuvres en même temps, mais ça reste que c'est bien là. On sent vraiment que c'est du Black Hammer, du Jeff Lemire, du début à la fin. Il y a un bel aspect graphique, une belle histoire, vraiment. Et comme pour la plupart de ces comics, il y a des références à tout l'univers de Black Hammer. Donc il y a plusieurs personnages qu'on connaissait déjà de Black Hammer qui sont présents dans le comic, soit dans le présent, soit dans le passé, pour faire des liens entre l'histoire et qui ajoutent un peu plus de matière aux personnages qu'on connaissait déjà, qu'on appréciait, qu'on connaît quand même l'histoire. Ici, on comprend un peu plus leur évolution du premier Black Hammer à ce qui s'est passé dans le passé là-dedans. C'est vraiment intéressant. Il y a une image en arrière, je vous la montrer, on la voit plusieurs fois dans le comic. Il y a des espèces de robots géants dans l'histoire. J'ai trouvé ça vraiment particulier pour une histoire qui se passe dans la Deuxième Guerre mondiale, mais en y repensant, quand on pense à les aventures de Captain America durant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des trucs aussi absurdes, donc ça marche bien. Ça ajoute un aspect vraiment hallucinant à l'histoire. C'est des avions qui affrontent des robots géants, c'est vraiment quelque chose d'assez particulier. Puis c'est une bonne histoire, donc à l'heure actuelle, c'est dans ce format-là le dernier spin-off à jour. Donc je suis à jour en termes de Black Hammer. Le prochain tome devrait plus tarder, je crois. J'ai vraiment hâte de le lire. Et j'ai vu, entre autres, qu'il y avait d'autres spin-offs de prévus de Black Hammer. C'est pas surprenant, l'univers est vraiment très riche et très intéressant. Entre autres, il y a un spin-off, un spin-off. Il y a un comic hors série qui est Black Hammer versus Justice League. Je sais pas si j'en avais parlé précédemment, mais c'est quelque chose qui m'intrigue. Je suis curieux de voir comment ils ont fait ça, de confronter la Justice League de DC, donc Batman, Superman, Flash, Wonder Woman entre autres, à l'équipe de Black Hammer, comment ça peut bien se matcher. Je suis vraiment curieux de lire ça. Ça va être sûrement une de mes prochaines lectures, donc voilà. C'était ma chronique BD. Avant de terminer, je mentionne aussi que d'autres vidéos étaient prévues et ils vont sortir. Il y a beaucoup de films et de belles séries qui sont sorties dernièrement. Entre autres, on a le dernier Star Wars, Jumanji qui est sorti récemment. Et dans les séries, on a The Witcher, ou L'Ensorceleur en français, je crois. Et Watchmen qui s'est terminé il y a peu. Et aussi His Dark Material, à la croisée des mondes. Donc c'est toutes des séries, des films que j'essaie de parler prochainement. Donc je vais les faire avant, mais par manque de temps et aussi le fait que j'avais pas de micro, j'ai pas pu faire ces vidéos-là.
Donc voilà, comme je viens de mentionner, il y a plusieurs projets qui s'en viennent. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Je vous souhaite de bonnes lectures et n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager mes vidéos, ma chaîne, autant sur Facebook que sur YouTube. J'apprécie vos commentaires, c'est très apprécié. Ça me permet d'améliorer mon contenu et savoir aussi que des gens me suivent et apprécient mon œuvre. Donc ça me touche beaucoup. Donc continuez comme ça, vous êtes de plus en plus nombreux et j'apprécie. Je vous dis à une prochaine fois. Alors, ciao, bye!